Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dimanche prochain, comme maintenant chaque dimanche à 21 h, je vous convie à une conférence sur le bien-être, les thérapies naturelles, la naturopathie, l'écolo, le bio, enfin sur toutes les valeurs que nous avons en commun, vous et moi. Alors après Henri Joyeux, France Guillain et Pierre Rabhi, nous aurons un conférencier hors pair, un médecin québécois, spécialiste mondial de la gestion du stress. Pour ménager un peu l'effet de surprise, je ne vous dis pas son nom, mais je vous propose d'écouter quelques extraits de la conférence pour savoir ce qui vous attend. Je ne crois pas qu'on puisse apprivoiser le stress. Je ne crois pas qu'on puisse intégrer à sa vie du sens et du plaisir, tant dans le travail qu'à l'extérieur du travail, si on ne s'arrête pas, si on n'intègre pas ce mot à son vocabulaire. Le travail qu'on apporte parfois avec soi à la maison. Le hamster qui tourne la nuit pour travailler. C'est combien d'heures en moyenne à notre époque? Je n'ai pas inventé ça. Il y a des sociologues qui nous observent. Entre 9 et 10 heures par jour. Je connais des personnes qui quittent à 7 heures le matin et reviennent à 7 heures le soir. Ça fait 12, ça. Si on met ça à 10, il en reste combien? 2. Il me semble que ces 10 heures-là, il faut qu'elles vaillent la peine d'être vécues. Pourquoi avons-nous tant de difficultés à nous arrêter dans cette société? Parce que nous sommes en train de vivre une mutation. Ce ne sont pas des cornes qui apparaissent. Ce ne sont pas des écailles qui poussent. C'est le rapport au temps, T-E-M-P-S, et par le fait même aux autres qui est en train de se modifier. Et ça m'inquiète beaucoup plus que le clonage parce que ça a déjà commencé à faire beaucoup de ravages. Pas avec de la pensée magique, avec des gestes concrets, passage à l'action. La première chose que j'ai décidé de faire il y a plusieurs années, tout le monde disait « T'es fou, tu feras pas ça, t'es malade. » Je dis « Oui, je vais le faire. Je vais reprendre mon pouvoir sur ma vie. Je vais réharmoniser mon rapport au temps et aux autres. » La première chose que j'ai essayé de faire il y a plusieurs années au Québec, c'est de faire un effort particulier pour arrêter sur les feux jaunes. Et une grande partie de la souffrance humaine, on se l'inflige à soi-même. Je suis parfaitement d'accord aussi. Et il dit surtout ceci. Une grande partie de la souffrance humaine est associée à une forme ou à une autre de non-acceptation de ce qui est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que je suis obligé d'être d'accord avec ce qui est. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire dans l'environnement, le plus tôt possible, il faut que je place mon attention sur l'inventaire des pistes d'action, que je passe à l'action, et après être passé à l'action, s'il n'y a rien qui a fonctionné, et chaque mot que je prononce est important, s'il n'y a rien qui a fonctionné, je m'en rends compte. Je pensais que ce serait la seule fois de ma vie que j'entendrais ça, et c'est pas un truc que je vous donne. Mais si vous saviez, depuis que je raconte ça, le nombre de personnes qui sont venues me voir pour me dire « Moi aussi, je fais ça ». Comme vous le voyez, on ne va pas s'ennuyer, il va nous tenir en haleine du début jusqu'à la fin. Il va nous expliquer comment gérer le stress au quotidien et surtout, il va nous donner des pistes concrètes pour, en gérant ce stress justement, eh bien, nous sentir vraiment mieux dans notre corps, dans notre vie et éviter de nombreuses maladies qui sont les conséquences du stress. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche à 21 h pour passer un moment passionnant ensemble. Et en attendant, je vous propose de revoir les bons moments de la conférence de Pierre Rabhi. À dimanche! Grand merci. Alors, je suis donc engagé à faire que cette rencontre soit réussie. Vous avez bien vu. Donc, c'est un engagement que j'espère pouvoir tenir. J'arrive de mon Ardèche, non pas natale, mais mon Ardèche patrie, en quelque sorte. On m'a donc gravi les montagnes, on a vu des paysages absolument magnifiques pour arriver et être ici parmi vous ce soir. Et je suis très très heureux d'être parmi vous. Et on pourrait dire que ce nouveau paradigme repose sur évidemment un homme démiurge, c'est-à-dire un homme un humain, disons, qui jusque-là était plutôt dans une civilisation agraire et qui passe à la technologie, qui passe, disons, du cheval animal au cheval vapeur, aboutit finalement à exalter le pouvoir créatif de l'être humain et la fameuse notion du progrès. Les voyageurs du XVIe ou XVIIe siècle vous disaient que quand on circulait en Europe, on avait une multitude de cultures, de gens qui avaient leur façon de vivre. C'était extrêmement riche en termes d'innovation. Les gens avaient inventé leur façon de construire leur maison, de se vêtir. Ils ont leurs contes, leurs légendes, leur langue, leur manière d'être, etc. Et c'était une biodiversité culturelle
extraordinaire. Et puis, dans ce cadre général de l'organisation de la société dite moderne, je me présente pour trouver un travail et on me dit: qu'est-ce que vous savez faire? Ben, je savais faire, j'avais travaillé à la banque et tous mes chiffres étaient toujours faux, ce qui énervait mon directeur qui m'avait pris sous son aile pour essayer parce que j'étais évidemment un chrétien musulman et lui il était plus chrétien, tu meurs. Donc je me suis retrouvé sous son giron en me disant: de toute façon il me protégeait. J'étais le prototype rare à Oran, la ville d'Oran, le prototype rare d'un chrétien issu du monde musulman. Quand on parle de décroissance, c'est un énorme blasphème, puisque c'est le fondement même du système actuel qui a instauré la croissance, donc le toujours plus indéfini, sur une planète limitée. Comment voulez-vous instaurer un système durable à travers le temps et l'espace quand vous dites il faut accaparer en permanence. Et l'accaparement permanent aboutit finalement à ce que l'on sait aujourd'hui à travers ce qu'on appelle le produit national brut, etc., à une humanité qui est pillarde des biens qui devraient revenir à l'ensemble de l'humanité. Parce qu'on a l'exemple du Titanic n'est pas bon. C'est l'humain qui s'éradiquera lui-même, comme d'autres espèces se sont éradiquées, mais ont été éradiquées non pas par leur volonté, mais parce que les climats ont changé, les conditions, etc., qui ont fait que leur survie a été impossible. Mais ce qui est dramatique avec l'être humain, c'est qu'il prétend être intelligent, et que dans cette prétention à être intelligent, tout ce qu'il sait faire, c'est au contraire marquer son inintelligence la plus totale. Si des êtres évolués vivent dans la planète, sur d'autres planètes, examinent notre comportement, leur conclusion ne serait certainement pas que nous sommes intelligents. C'est impossible. Ils diraient: ils sont pleins d'aptitudes, mais complètement abrutis. Pour générer. Voilà. Donc alors tout cela nous interpelle aujourd'hui parce qu'en fait nous sommes dans une phase décisive. Des gens meurent de faim, la détresse s'installe même dans la prospérité. Par contre, le superflu n'a aucune limite. Quand on ne donne aucune limite au superflu, ça veut dire que les sollicitations et les prédations que l'on engage sur cette planète limitée conduisent cette planète à la ruine. Voyez ? Et de quoi vivent, si vous voulez, les multinationales outrancières? De notre outrance. Et en même temps, dans une asymétrie par rapport au nord au sud. Des gens qui ont à peine à manger et d'autres qui ont tellement que je ne suis pas en train d'accuser les riches ou quoi que ce soit. Je ne rentre absolument pas dans ce discours. C'est simplement le constat que je peux faire. Je ne fais pas de jugement moral parce que chacun doit, par lui-même, se donner sa propre vérité à travers son observation. Quand cette observation est lucide, l'individu se donne sa propre vérité. La nature n'est ni bonne ni mauvaise, elle applique des lois rigoureuses et c'est parce qu'elle les a appliquées depuis les origines qu'elle est encore là. La vie veut vivre, la vie veut... Simplement la différence entre l'être humain dans sa nécessité de vivre et l'animal, il y a une grande différence. Dans le sens où quand un lion mange une antilope, il digère son antilope. Mais il n'a pas de banque d'antilopes ni d'entrepôt d'antilopes pour vendre aux copains. J'ai même vu des images magnifiques avec le lion, la girafe, tout le monde boit dans le même marigot, sans agression. Il n'agresse pas s'il n'a pas faim. C'est la nécessité de la vie qui fait qu'il rend agressif. Nous sommes dans un tout autre registre, non seulement l'agression de l'humain contre l'humain, mais l'agression de l'humain contre la nature. Tout ça nous met bien en évidence qu'il y a nécessité que nous repensions l'ensemble de tout ça, si nous voulons qu'il y ait une continuité de la vie. Pour abolir l'humanitaire, justement, si on a mis en route l'humanisme, c'est pour abolir l'humanitaire, eh bien, ces questions, si vous voulez, sur la destinée et sur la raison d'être de l'être humain, nous sommes un peu obsédés par cette question. Qu'est-ce que veut dire finalement vivre? Voyez? Et ça amène, et la condition humaine est telle
que la question « existe-t-il une vie après la mort ?» J'en sais rien, chacun a son opinion, mais existe-t-il une vie avant la mort? Et qu'est-ce que veut dire vivre? De repenser les choses sur des bases autres que celles d'aujourd'hui, l'humain et la nature au cœur, l'organisation sociale à partir de ces critères, respect de la vie parce que sinon, si on ne respecte pas la vie à laquelle nous devons la vie, évidemment, il est logique que cette vie nous éradique. Alors si je parle aujourd'hui devant vous, c'est pas parce que je suis un théoricien et que je contribue à faire remplir les bibliothèques de considération sur le monde qui va mal. Ça, il y en a, toutes les analyses, alors en long, en large, tout le monde analyse sur le monde qui va mal. Il y a quand même une chose qui est frappante. Vous pouvez manger bio, recycler votre eau et exploiter votre prochain. C'est pas incompatible. Donc il ne faut pas se contenter de dire parce que je suis... Non. Non. Ça m'a interpellé dans notre changement personnel. Les changements personnels, chacun fait ce qu'il veut. Il y a qui ont des gourous, etc. Moi, je n'aime pas ça. Chacun fait ce qu'il veut. C'est tout à fait libéral. Mais si vous voulez, vous pouvez aller manifester contre ceci, cela, rentrer chez vous et pourrir la vie de tous ceux qui vous entourent. Nous sommes attendus où? Là où nous sommes, où nous vivons. C'est-à-dire sur le territoire sur lequel nous avons une influence, c'est-à-dire nos petits royaumes dans lesquels nous régnons. Et c'est à partir de là que c'est notre nature elle-même qui doit être interpellée dans le changement humain. C'est-à-dire, j'avais à l'époque une Juva 4, et ben pour la pauvre Juva, j'étais obligé de la laisser en bas et de remonter tout le reste à dos parce qu'elle ne pouvait pas grimper. Donc, quand j'ai fait la description au Crédit Agricole du lieu, ben ça a été, ben écoutez, non, ça ne va pas, nous on ne veut pas vous aider à vous suicider. Hein? Et alors, bon, ben nous on était tombés amoureux de ce lieu, c'était, quand on tombe amoureux, c'est comme ça, on est amoureux, puis voilà. Et c'est ce lieu que nous voulions, pourquoi? Parce que ce lieu, on pouvait, en faisant un peu le tour, on avait 17 clochers, des montagnes magnifiques, avec des villages, des clochers, etc. Silence absolu. Aucun voisinage, nous étions sur un plateau à 240 mètres, l'air pur je suppose, on est fatigué mais on considère le tas de bois et on se dit quand même on a bien travaillé. Et puis là moi vous savez cet relâchement que nous avons et je suis en train d'admirer le paysage parce que c'est le coucher de soleil. Ce coucher de soleil qui fait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec le soleil qui devient rouge de plus en plus et qui descend à l'horizon. Et il se trouve que sur ce panorama extraordinaire se découpait un arbre. Si je n'avais pas des réalisations, si on ne suivait pas, et tout cela, je peux vous dire, Pierre Rabhi, 52 kilos, rappelez-vous, tout mouillé. Donc il n'est pas question d'être vaniteux en quoi que ce soit, c'est de dire simplement, à un certain moment, il faut quand même, quand on ressent l'humain et qu'on ressent en quelque sorte l'humanité à laquelle nous faisons partie, qu'on ressent le caractère, je dirais presque sacré de la vie, eh bien on est amené à le partager comme j'ai essayé de le faire avec vous ce soir. Voilà, et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.